Au sommaire de cette édition, l'hécatombe sur nos routes se poursuit. Le nombre des morts a augmenté de 7% malgré la baisse des accidents de la route. Les détails lors de cette édition. Baignade, la protection civile appelle à la prudence absolue, même sous un soleil radieux, une mer impassible. La CPG obtient une nouvelle licence d'exploitation à Tozeur. Le ministère de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées enquête sur la diffusion illégale d'images de mineurs lors de festivals. Les détails lors de cette édition. L'île de Djerba s'apprête à accueillir le premier camp scout international de Tunisie. Et puis guerre à Gaza, au moins 22 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin sous les balles de l'occupation sioniste en attendant les aides humanitaires. Bonjour, un nouveau bilan alarmant sur nos routes. L'Observatoire national de la sécurité routière tire la sonnette d'alarme. Entre janvier et juillet 2025, plus de 2880 accidents ont été enregistrés, faisant plus de 670 morts en cause de manque de vigilance à l'origine de 40% des cas, suivi par l'excès de vitesse de 15%. Face à ce bilan alarmant, l'Observatoire a lancé plusieurs campagnes de sensibilisation durant la saison estivale sur les routes. Il appelle les usagers de la route à redoubler de prudence pour éviter d'autres drames sur les routes. Colonel Haytham Shahbani de l'Observatoire national de la sécurité routière au micro de Rajab Benarmal. Entre le 1er janvier et le 30 juillet 2025, l'Observatoire national de la sécurité routière a enregistré 2885 accidents corporels. Ces accidents ont coûté la vie à 672 usagers de la route et entraîné l'hospitalisation de 3809 personnes. Les principales causes de l'accidentalité restent inchangées. Le manque de vigilance et l'inattention au volant, responsable de 40% des accidents. L'excès de vitesse impliqué dans 15% des cas. La moto reste le véhicule le plus dangereux sur nos routes. 39% des tués et 38% des blessés sont des usagers de deux roues motorisées. Face à ces chiffres préoccupants, l'ONASER intensifie ses efforts à travers des campagnes de sensibilisation lancées dès le mois de juillet à Sousse, puis à Hammamet, Gamart et Monastir. Objectif, mesurer le taux d'alcoolémie chez les conducteurs à l'aide des thylomètres et des thylotests. Des campagnes de proximité avec la société civile ont été lancées dans toutes les régions du pays. Depuis le jeudi 31 juillet 2025, l'aéroport international Fitha Hammamet utilise des dispositifs innovants capables de transformer l'humidité de l'air en eau potable. Cette initiative, portée par la start-up tunisienne Cumulus, vise à offrir une alternative écologique, économique et durable à la consommation d'eau en bouteille. Ces générateurs atmosphériques fonctionnent sans être raccordés au réseau d'eau. Ils captent l'humidité ambiante, la filtrent, l'enrichissent en minéraux, puis la transforment en eau potable de haute qualité. Dans les prochains jours, la société TAV Tunisie prévoit d'équiper également l'aéroport international Monastir Habib Bourguiba avec ces mêmes dispositifs dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale appliquée à tous les aéroports qu'elle exploite. Il est à noter que Cumulus est une start-up tunisienne pionnière et ont obtenu une reconnaissance internationale pour ses solutions innovantes de production d'eau à partir de l'air. L'alimentation au gaz naturel des régions du Nord-Ouest connaît une nouvelle impulsion grâce au règlement des litiges entre la STEG et la population locale. Ce dénouement a permis la reprise des travaux de pose du gazoduc dans la région. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. Le projet a en effet connu un dénouement heureux à Béja où la STEG a annoncé hier avoir réglé lors d'une réunion tenue au siège du gouvernorat tous les différents fonciers qui opposaient la STEG à la population, notamment au niveau de la délégation de Béja où les travaux ont été bloqués sur un tronçon de 5 km, permettant ainsi une reprise imminente des travaux de pose du gazoduc en vue de faire parvenir le gaz à Béja Nord après la mise en gaz à Béja Sud. L'essentiel a été donc fait dans cette région, notamment après le règlement du contentieux opposant aussi la STEG au service de l'équipement et le règlement de la question du tracé du gazoduc reliant Béja à Sidi Ismaïl, tout comme encore pour les connexions reliant Béja, Meza et Tabarka qui ont été achevées au niveau de Béja Sud, alors que l'on espère aussi approvisionner à la fin de ce mois la ville de Gboulat en gaz naturel, un projet dont la fin est attendue avec beaucoup d'impatience de la part de la population.
Coup d'accélérateur pour l'exploration minière dans le sud tunisien. La compagnie des phosphates de Gafsa obtient une nouvelle licence de recherche dans le gouvernorat de Tozeur. Baptisée Nefta Tozeur, cette autorisation couvre plus de 16 000 hectares et marque une étape stratégique pour relancer la production nationale de phosphate. Un programme d'investissement de près de 46 millions de dinars est prévu avec un impératif: respecter les droits fonciers et assurer une exploitation responsable du territoire. Le point avec notre correspondant L'Akhdar Suite. La compagnie des phosphates de Gafsa est tenue par ce contrat à réaliser un programme minimum de travaux de recherche dans les 41 périmètres initiaux. Le coût total de ces travaux est estimé à 45,9 millions de dinars. Toutefois, la compagnie des phosphates de Gafsa est tenue à régulariser la situation foncière des parcelles appartenant à des propriétaires privés conformément aux dispositions du Code des mines. Rappelons qu'une première étude effectuée dans ce site dans les années 2000 avait déjà prouvé l'existence d'une importante mine de phosphate enfouie sous une épaisse couche de sable. Il était déjà question de l'exploiter par le biais du transport hydraulique. Projet confronté à des difficultés logistiques immenses comme l'évacuation et le déblaiement des montagnes de sable et le transport du minerai sur une longueur de 80 km qui sépare le Géride du bassin minier. Le ministère de la Famille réagit fermement à la diffusion sur les réseaux sociaux d'images d'enfants capturés lors de festivals estivaux jugés inappropriés. Des vidéos montrant de jeunes filles mineures sur scène aux côtés d'artistes ont suscité une vague de réactions et de commentaires déplacés en ligne. Le ministère a saisi la justice et rappelle que la protection de l'enfant est une responsabilité collective. Moaz Sherif, pédiatre et président de l'association tunisienne de défense des droits de l'enfant, salue cette démarche et appelle à un renforcement de l'application des lois existantes pour protéger les droits de l'enfant. Écoutez Moaz Sherif au micro de Rajib Ben Armel. La réglementation tunisienne est très protectrice vis-à-vis des enfants et nul n'a le droit de diffuser son image, même ses parents, sauf des cas particuliers après avoir obtenu non seulement l'assentiment des parents, mais l'autorisation d'un juge d'enfant. Le nombre d'infractions est incalculable sur les réseaux sociaux et ce qui est encore plus préjudiciable à l'enfant, c'est que parfois ce sont des institutions qui diffusent des images des enfants. Là encore, le ministère de la Femme a pris une excellente initiative en interdisant aux institutions de la petite enfance, notamment les jardins d'enfants, parce que c'est contraire à la loi et c'est exposer inutilement à des dangers les données personnelles et les enfants et leur image. Par contre, beaucoup d'autres institutions, qu'elles soient sportives, éducatives ou récréatives, malheureusement diffusent des images des enfants et le nombre d'exploitations de ces images par des personnes malfaisantes, mal intentionnées est incalculable. C'est une source de violence et c'est une source d'exposition de vos enfants à un grand danger. La cyberviolence est présente dans notre quotidien. Préserver les enfants, c'est préserver leur identité et protéger leurs données personnelles. L'île de Djerba s'apprête à vivre un événement inédit, le premier camp scout international organisé par l'association des scouts tunisiens. Cette manifestation se tiendra du 14 au 20 courant et rassemblera près de 800 scouts venus de plus de 10 pays. Selon un communiqué de l'association, ce camp s'inscrit dans une démarche de promotion de l'échange culturel et du renforcement de la coopération scout internationale. Il constitue, selon les organisateurs, un événement marquant pour le sud tunisien et plus particulièrement pour Djerba depuis la fondation du mouvement dans le pays. 10 pays ont déjà confirmé leur participation à la cérémonie d'ouverture officielle prévue le 15 août. Celle-ci sera suivie de visites organisées aux principaux sites patrimoniaux de l'île. L'association des scouts tunisiens souligne que cette initiative vise à encourager le tourisme culturel et jeunesse tout en consolidant l'image de la Tunisie comme une destination de choix pour les événements internationaux à portée éducative et de développement. Dans le monde d'actualité proche-orientale, ils n'ont pas 5 ans, ils ne comprennent pas les mots blocus, parachutage, négociation, ils savent juste qu'ils ont faim à s'évanouir, faim à en mourir. À Gaza, les enfants tombent un à un, tués par la guerre, par la faim, par l'indifférence. L'UNICEF parle désormais d'un rythme de décès sans précédent. Plus de 18 000 enfants ont été tués depuis le 7 octobre 2023, annonce le directeur général adjoint
de l'agence onusienne Ted Cheben. À son retour de Gaza, un enfant sur 3 à Gaza passe des jours sans manger, tandis que 320 000 autres sont menacés de malnutrition aiguë. Le taux de malnutrition dépasse désormais 16,5%, franchissant le seuil critique de famine. Le responsable prévient: nous sommes à la croisée des chemins. Les choix faits maintenant détermineront si des dizaines de milliers d'enfants vivront ou mourront à Gaza. Il n'y a plus d'ambiguïté, il s'agit de vie ou de mort. Depuis hier, la Jordanie, l'Égypte, l'Allemagne, les Émirats, la France et l'Espagne participent à une opération de largage d'urgence. 126 cargaisons, soit 148 tonnes de vivres. Un effort notable mais désespérément insuffisant face à l'ampleur de la catastrophe. Le ministre français Jean-Noël Barrot reconnaît lui-même que dans la première quinzaine de juillet, 5000 enfants de moins de 50 étaient admis pour malnutrition aiguë. Pendant que les avions larguent des biscuits, les balles continuent de pleuvoir. Ce matin même, 22 Palestiniens ont été tués, dont 12 alors qu'ils attendaient de l'aide humanitaire. Une tente abritant des femmes a été ciblée à Khan Younes. Même attendre l'aide devient une condamnation à mort. Face à cela, le gouvernement israélien nie toute politique de famine. L'armée d'occupation parle de coopération humanitaire et dénonce les fausses allégations. Le mot crime de guerre devient un sujet de désaccord diplomatique pendant que des corps d'enfants s'empilent dans les morgues et sous les décombres. L'ONU dispose de 6000 camions chargés d'aide humanitaire actuellement bloqués à l'extérieur de la bande de Gaza, qui attendent le feu vert pour entrer dans l'enclave palestinienne, a révélé le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens Philippe Lazzalini. Ce dernier plaide pour une aide convoyée par la route plutôt que pour des largages aériens. Ces derniers coûtent au moins 100 fois plus cher que les camions qui transportent 2 fois plus d'aide que les avions, a-t-il relevé. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, s'est rendue à Istanbul hier, où elle a eu une réunion trilatérale avec le président de la République de Turquie, Erdogan, et le premier ministre du gouvernement libyen d'unité nationale, Abdelhamid Dbeiba. Au cours de la réunion, les 3 dirigeants ont discuté du renforcement de la coopération pour relever les défis communs, commencer par la gestion des flux migratoires. Donald Trump prend un virage protectionniste. Le président américain a signé comme prévu le décret imposant une hausse des taxes douanières à la plupart des partenaires commerciaux des États-Unis. Les nouveaux droits de douane entreront en vigueur le 7 août et non le 1er août comme attendu initialement. Si plusieurs accords, dont celui avec l'Union européenne, ont été trouvés jusque-là, le Canada, la Suisse, le Brésil, l'Inde ont été sanctionnés par une forte hausse de taux allant jusqu'à 40%. Retour à l'actualité nationale, alors que les plages tirent de nombreux estivants, la protection civile met en garde contre les dangers de la baignade. Même lorsque le soleil est au rendez-vous, la mer reste dangereuse et les imprudences peuvent être fatales. Dans un communiqué officiel, le porte-parole de la protection civile a lancé un appel à la prudence absolue en mer. Malgré le temps ensoleillé, la mer peut rester agitée et imprévisible, rendant la baignade dangereuse. L'autorité recommande ainsi de vérifier l'état de la mer avant d'y entrer, de ne jamais se baigner seul et de suivre les consignes des sauveteurs et agents de la protection civile déployés sur les plages. Compte tenu des perturbations météorologiques enregistrées au cours de cette période, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche réitère aujourd'hui son appel à tous les centres de collecte de céréales pour prendre les précautions nécessaires afin de faire face à ces conditions climatiques instables, protéger la récolte et respecter les règles de conservation des céréales. Le ministère appelle les commissariats régionaux au développement agricole, les services de l'Office des céréales dans les régions, assurer un suivi des préparatifs des agents des centres de collecte concernés et à fournir l'encadrement technique nécessaire. Le ministère recommande également aux agriculteurs d'installer des sous-serres et de bien les sécuriser ainsi que de prendre des mesures nécessaires pour protéger le bétail. Selon les prévisions de l'INM, la situation météorologique se caractérise par l'apparition de nuages passagers qui sont parfois denses au nord avec des pluies locales et apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies l'après-midi dans les régions de l'ouest pour inclure plus tard certaines régions de l'est avec des chutes de grêle par endroits limités.
Sport, le nageur tunisien et champion du monde Ahmed Jaouedji a validé ce matin sa place pour la finale du 1500 mètres nage libre lors des championnats du monde de sport aquatique actuellement organisés à Singapour. Jaouedji a remporté la première place de la troisième série de qualification avec un temps de 14 minutes 44 secondes et 95 centièmes devançant l'Allemand Sven Schwartz et l'Américain Bobby Fink. Le Tunisien a réalisé le deuxième meilleur temps des qualifications derrière l'Allemand Florian Wellbrook qui a signé un temps de 14 minutes 44 secondes et 81 centièmes. La finale du 1500 mètres nage libre aura lieu demain dimanche 12h30 heure tunisienne. Il est à rappeler que Ahmed Jaouedji a remporté la médaille d'or lors de l'épreuve du 800 mètres nage libre mercredi dernier avec un temps de 7 minutes 36 secondes 88 centièmes. Point final à cette édition, un rappel des principales informations avant de vous quitter. Baignade de la protection civile appelle à la prudence absolue, même sous un soleil radieux, une mer impassible. La compagnie des phosphates de Gaza obtient une nouvelle licence d'exploitation à 2 heures. Et puis le ministère de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées enquête sur la diffusion illégale d'images de mineurs lors de festivals. Ainsi prend fin notre édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Tala Qadrissi pour la collaboration technique et à Alim Talabelsi dans la production digitale. Restez à l'écoute de RTC.